Bonsoir et bienvenue sur Votre Santé, Votre Avenir. Mon invité, c'est le docteur Albert Kalonji, qui nous arrive de Kinshasa et qui est à Washington pour participer à la conférence sur le SIDA, SIDA 2012. Docteur, bienvenue sur Votre Santé, Votre Avenir. Merci. J'ai aussi en ligne à Washington le ministre de la Santé publique de la RDC. Le ministre Kabangé Numbi est en ligne. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir et de savoir que vous êtes ici pour cette conférence qui est extrêmement importante, qui a une importance capitale d'ailleurs pour l'humanité. Nous avons aussi des auditeurs qui nous appelleront donc de Bukavu. À Bukavu, est-ce que vous êtes là, Hakim? Je vous suis, bonsoir, je vous suis correctement, bonsoir. Merci Hakim, merci et restez avec nous. Et nous aurons aussi à Kinshasa un autre auditeur. Est-ce qu'il est en place, notre ami de Kinshasa? Oui, bien sûr, c'est moi, Alain Botoko, je suis ici à Kinshasa, je vous écoute bien et nous sommes prêts à participer à l'émission. Très très bien. Docteur Kalonji, vous êtes à Washington pour les besoins de la conférence. Quelle est votre première impression après 2 jours de travaux? Après 2 jours de travaux, je pense la première impression, c'est que après avoir écouté et assisté à plusieurs sessions, beaucoup de choses ont été faites. Il y a eu des progrès énormes depuis qu'on a commencé cette lutte contre le VIH. Ça fera bientôt plus de 30 ans. Et à voir les expériences que nous avons eu à échanger entre les différents pays et l'évolution de la recherche en termes de stratégie, en termes des recherches cliniques aussi fondamentales, je voulais dire, on voit très bien qu'il y a eu un pas important qui a été franchi. Seulement, il reste encore beaucoup à faire. Très bien, on reviendra sur ça, on développera dans un instant. Nous avons aussi à Kindu, dans le Maniema, notre ami, le Congo Katako, qui est à la tête de l'ONG AUPAD. Bonsoir Katako, vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Voilà, nous reprendrons Kindu dans un instant, très certainement. Je voudrais juste passer la parole au ministre Kabangé Numbi. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous. Alors, comment se passe cette conférence pour le ministre que vous êtes de la RDC, qui est un pays, comme on le sait, qui est frappé par la maladie et, bien entendu, nous reconnaissons tous les efforts du gouvernement dans ce pays. Quelle est votre première impression? Merci beaucoup. Comme le disait monsieur le docteur Albert Kalonji tout à l'heure, personnellement, je dis que c'est une grande messe. C'est une grande messe où il y a énormément de communication, énormément d'informations, énormément d'avancées technologiques qui sont présentées. Aujourd'hui, comme on le dit dans la plupart des sessions, depuis le début de cette conférence, on parle de la fin du sida. Mais nous constatons effectivement que cette épidémie qui malheureusement continue à 2 vitesses est réellement en train d'être finie dans l'hémisphère nord pratiquement, alors qu'au niveau de l'hémisphère sud, comme je l'ai dit dans la plupart de mes interventions, c'est plutôt le début de la fin. Et aujourd'hui, nous avons tous l'assurance que c'est possible de mettre fin au VIH et qu'avec tout ce que nous avons comme information, ça nous permet aujourd'hui de continuer à espérer. Mais en tant que ministre, au-delà justement de ces sessions qui se déroulent au niveau de la Convention Center, nous avons eu la possibilité de pouvoir approcher différentes personnalités qui travaillent dans le monde de la santé, dans le monde de la lutte contre le sida, pour présenter les réalités de la RDC. Et pour moi, c'est le côté positif justement de cette conférence internationale où la RDC a eu la parole dans la plupart de discussions pour présenter réellement la situation exacte de la RDC aujourd'hui et espérer mobiliser encore plus de ressources et que tout le monde se joigne à la RDC pour que nous puissions commencer à mettre fin à l'épidémie au Congo. Merci, monsieur le ministre. Nous reviendrons à vous dans un instant. En effet, l'expérience de la RDC est importante. La RDC a été l'un des premiers pays au monde à être frappé par la maladie. Et par conséquent, l'un des premiers pays au monde à réagir contre la maladie, n'est-ce pas, docteur Kalonji? Tout à fait. Et effectivement, au début de la maladie, la RDC a mis en place les bureaux de coordination de lutte contre les sida. Je pense que c'était parmi les pays, les rares pays qui, en ce moment-là, avaient
cette unité de coordination des luttes contre les sida. Et il y a eu depuis plusieurs réformes, plusieurs améliorations qui ont été faites jusqu'à ce qu'on puisse avoir aujourd'hui les programmes national multisectoriel des luttes contre les sida et un fort engagement au niveau du pays qui de plus en plus commence à se faire voir de manière à ce que la lutte soit plus importante qu'avant. Donc la RDC, comme vous l'avez dit, depuis les débuts a commencé à mettre en place des structures pour lutter contre cette maladie. Malheureusement, avec tout le problème que la RDC a connu depuis les années 80, je parlerai des pillages, les guerres, les différentes guerres, ça fait que cet élan s'est estompé à un moment donné et il est maintenant important que les choses se remettent en place et c'est l'effort qui est en train d'être fait, qui est en train d'être mené par les différents partenaires sous le leadership bien sûr du gouvernement. La RDC est très assistée aussi par le gouvernement américain avec le PEPFAR qui est le fonds du président de la République pour la lutte contre le sida dans les pays en développement. Et justement, ce fonds est supporté par le département d'État et voici Mme Hillary Clinton à l'ouverture de la conférence. J'ai entendu quelques voix qui remettent en question l'engagement des États-Unis à faire émerger une génération sans sida. Des personnes qui se demandent si nous, aux États-Unis, sommes vraiment sérieux, si nous avons vraiment la volonté d'atteindre cet objectif. Eh bien, je suis ici aujourd'hui pour vous dire ceci très clairement. Les États-Unis se sont engagés et resteront engagés à faire émerger une génération sans sida. Nous n'allons pas reculer, nous ne céderons pas. Nous allons nous battre pour les ressources nécessaires afin d'atteindre cet objectif historique. Nous allons nous rendre maintenant à Bukavu pour retrouver Hakim. Hakim, vous êtes, vous, ce qu'on appelle aujourd'hui une PVV, une personne qui vit avec le virus. Alors, en tant que personne vivant avec le virus, comment voyez-vous cette conférence? Quelle est votre attente de cette conférence de Washington? Merci pour la question. En tant que personne vivant avec le VIH, notre attente est la plus ardente. Ce qu'on nous annonce, c'est que de cette conférence, il y a un médicament, parce que c'est notre souhait le plus idéal, qu'on nous annonce qu'il y a un médicament qui est en train d'être trouvé et que peut-être que dans 1 ou 2 ou 3 mois, que ce médicament sera sur le marché et qu'il sera accessible à toutes les PVV. Voilà, vraiment, c'est la solution, c'est le souhait le plus ardent que nous pouvons attendre d'une grande messe comme celle-là, une grande conférence dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Merci Hakim. Et justement, si on se réfère aux informations qui sont distribuées régulièrement sur le site de la conférence, on voit ce qu'on appelle la déclaration de Washington, qui est magnifique à mon avis, parce que cette déclaration déjà dit que nous sommes en train de nous rapprocher de la fin de l'épidémie, qu'il y a une espèce de mobilisation mondiale, n'est-ce pas? Mobilisation des diplomates, des médecins, des chercheurs, des philanthropes, pour justement passer en revue tous les problèmes qui empêchent la fin de la pandémie. Est-ce que c'est votre sentiment, docteur Kalonji? Oui, tout à fait. Mais je vais relativiser. C'est-à-dire qu'on a atteint un niveau qu'on n'avait jamais atteint jusque-là. Voilà ce qui se dit d'ailleurs. Il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a eu beaucoup d'avancées et on est vraiment sur la voie de la fin, mettre fin à l'épidémie. Malheureusement, il y a beaucoup de disparités dans ces processus. Et les ministres venaient de dire tout à l'heure entre les disparités entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et quand on voit les chiffres que nous avons, comment les choses se font sur terrain dans nos pays, en RDC par exemple, on s'est dit, c'est vrai, il y a plus de moyens maintenant quand on voit par exemple tout ce qu'il y a comme dispositif, comme moyen pour la prévention, la panoplie des interventions qui sont prévues maintenant et tout ce qu'il y a comme avancée en termes de prise en charge des malades, on s'est dit oui, on est prêt à ça. Mais il faudra que ces moyens, tous ces moyens, toute cette technologie, tous ces médicaments soient disponibles
pour un plus grand nombre de malades, pour qu'on puisse espérer qu'on va vers la fin. Et là, par rapport à notre pays, on est encore loin. Quand on prend, je vais rapidement donner les chiffres pour dire, par exemple, que nous avons aujourd'hui plus de 400 000 malades qui sont éligibles pour les traitements. Ou je voulais dire pas malades, mais personnes vivant avec les VIH, qui sont éligibles pour les traitements. Mais à l'heure actuelle, nous avons autour de 54 000 malades qui sont effectivement sous traitement. Donc vous voyez, le gap est important. Le gap est important et ces gaps doivent être couverts. Quand on prend les interventions que nous avons avec le Fonds mondial aujourd'hui, jusque, disons, dans 3 ans, nous ne pourrons couvrir qu'autour de 100 000 malades. Donc, le gap est encore important pour parler de la fin de l'épidémie. Et il y a toute une série de mesures de prévention dont la gamme s'est élargie, qu'il faudra mettre en place. Et ça demande vraiment qu'il y ait suffisamment de ressources, suffisamment d'engagement, suffisamment de responsabilités partagées des part et d'autre pour qu'on puisse arriver vraiment à dire qu'on s'approche de la fin. Avant de passer la parole au ministre, nous avons Alain Botokou. Est-ce qu'il est en ligne? Alain? Je suis en ligne, monsieur le journaliste. Voilà, Alain, vous avez entendu le ministre Numbi et aussi le docteur Kalonji. Quelle est votre impression, vous, en tant qu'auditeur de cette émission et qui suivez justement ces déclarations qui se font pendant cette conférence à Washington? Oui, il faut dire que les attentes sont immenses pour notre pays et notre peuple. Comme vous le savez tous, que les besoins ici au Congo sont énormes. Monsieur le ministre qui est là-bas avec vous à Washington et aussi le docteur qui est au plateau les savent bien. Nous sommes un pays où les structures sanitaires sont probablement inexistantes, ou celles qui existent sont vraiment à lambeaux. Et alors, la grande question qui se pose ici, c'est que comment l'État va prendre en charge, ou les organisations internationales vont prendre en charge cette PVV dans des structures qui, en réalité, n'existent même pas. Alors, nous attendons, nous voudrions que ceux qui sont là-bas, qui nous représentent là-bas à Washington, demandent des fonds réellement, parce que qu'on le veuille ou pas, nous sommes membres de la communauté internationale et nous avons droit aussi à l'aide humanitaire. Il faut qu'on demande de l'aide pour qu'on mobilise la société civile, les organisations non gouvernementales et que tout le monde soit sensibilisé pour qu'au fait, qu'il y ait plus de prévention que de moyens pour lutter contre le virus. Pourquoi? Parce que ici au pays, nous avons un problème. Le gros des problèmes, c'est que les PVV ne sont pas pris en charge. Le docteur a parlé de 50 000, mais moi, il y a des doutes pour ça. En réalité, le PVV ne sont pas pris en charge dans notre pays. Et ça, c'est la crainte la plus grande de la population congolaise, du peuple congolais. Merci, merci. Qui est en train de voir peut-être que... allô, oui? Oui, merci Alain. Non, gardez la ligne. Le ministre vous a entendu, docteur Kalonji aussi vous a entendu. Gardez la ligne. Mais avant justement de passer la parole au ministre, je vais voir si notre ami Lokonga Katoko est en ligne. Est-ce qu'il est en ligne? Oui, je suis en ligne. Oui, monsieur Katoko, vous avez entendu justement le ministre et vous avez entendu cette déclaration de Alain à Kinshasa. Alors, vous à Kindu là-bas, je sais que vous êtes très actif dans la lutte, dans la protection des victimes, des violences sexuelles, et vous êtes aussi actif dans l'encadrement des personnes vivant avec le VIH. Alors, quelle est votre réaction et quelle est votre attente de cette conférence de Washington? Je voudrais d'abord saluer l'opinion internationale qui a organisé cette conférence au niveau de Washington. Mais de toutes les façons, ici, chez nous, au Maniement, je vais parler d'abord de la réalité de Kindu, qui est le chef-lieu de ma province. Pour éradiquer, comme l'a dit le ministre, je pense qu'il faut multiplier beaucoup de sessions de sensibilisation à travers tous les villages, à travers les zones de santé, à travers les aires de santé, pour que nous puissions nous approprier de cette lutte. Et en ce moment-là, nous allons éradiquer cette maladie qui pourra disparaître d'un jour. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Katako. Monsieur le ministre, la volonté est là. La volonté au Congo est bien présente. Elle est présente au niveau le plus haut de l'État. Le président Kabila
avait annoncé la génération sans sida d'ici 2015. Et on sait que les Congolais se sont mis au travail avec le PNMLS, avec le ministère de la Santé, avec les ONG, avec les compétences locales. Nous savons aussi que de notre côté, il y a l'aide du gouvernement américain à la RDC par le PEPFAR, qui est ce fonds du président lancé par George Bush pendant son mandat, le fonds destiné à lutter contre le sida dans les pays en développement. Alors vous avez la volonté, vous avez le PEPFAR, monsieur le ministre, qu'est-ce qu'il vous manque maintenant? Merci beaucoup. J'ai suivi tous les compatriotes qui sont intervenus tout à l'heure. Je voudrais signaler qu'au niveau de la RDC, nous avons un plan stratégique, un plan national stratégique d'élimination pour la lutte contre le VIH sur 5 ans. Nous avons un plan d'élimination de la transmission mère-enfant, le plan ETB, et nous avons les ressources nécessaires au niveau, les ressources humaines, voulais-je dire, nécessaires au niveau du pays, mais ce qui est important aujourd'hui, ce sont les ressources financières. J'ai suivi notre ami Alain depuis Kinshasa qui est revenu sur l'état des structures au niveau de la RDC sans chercher à le contredire. Je suis d'accord et je pense que nous l'avons dit dans un certain nombre de nos interventions qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut appuyer la RDC pour atteindre justement cet objectif de génération sans sida, il ne faudrait pas prendre le VIH comme étant une maladie isolée. Mais il y a un certain nombre d'autres maladies, d'ailleurs le Fonds global. Aujourd'hui, nous avons la tuberculose, nous avons le paludisme, nous avons le VIH qui sont intégrés, mais nous avons également parlé du renforcement du système de santé. Et quand on parle du renforcement du système de santé, les structures ainsi que l'équipement des structures, c'est dedans. Aujourd'hui, donc, ce qui nous manque, c'est un peu plus de ressources. Mais nous avons dit d'abord qu'il fallait que la RDC elle-même puisse montrer la volonté. Il y a la volonté de la population, mais il y a également la volonté du gouvernement. Le chef de l'État, le président Joseph Kabila, s'est engagé pour une génération sans sida et dans le cadre d'un leadership tout à fait spécial, d'une gestion axée sur le résultat, le Premier ministre Matata Ponyo a essayé de mettre en place des structures qui nous permettent justement de répondre à ce problème du financement du système de santé. C'est ainsi qu'il y a régulièrement maintenant une tripartite ministère de la Santé, ministère des Finances et ministère du Budget, où nous avons décidé, par exemple, pour la toute première fois, nous allons payer le cofinancement pour le PEPFAR et cela permettrait peut-être que l'année prochaine, on puisse encore accroître les fonds par rapport au PEPFAR. Nous allons donner notre cofinancement par rapport au Fonds mondial dans le volet VIH et dans les autres volets. Cela va nous permettre, comme l'a demandé un des intervenants tout à l'heure, que le gouvernement s'implique encore davantage dans la prise en charge, justement, des personnes vivant avec le VIH. Mais la RDC est un pays post-conflit. Nous venons de manifester aujourd'hui la volonté, à travers le budget qui vient d'être promulgué par le président de la République, où la santé est un peu au-delà de 7%. Donc c'est une volonté manifeste du gouvernement d'investir dans la santé, mais nous avons besoin de plus de ressources. Aujourd'hui, dans le secteur de l'ETME, donc l'élimination de la transmission mère-enfant, il nous faut au moins 260 millions pour 215 zones de santé, mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore tous ces fonds, mais l'essentiel est en train d'être fait au niveau du gouvernement et au niveau de toute la population parce que nous sommes unis dans la lutte contre le VIH-Sida, mais nous en appelons encore une fois, voilà pourquoi j'insiste sur le lobbying que je suis venu faire ici au niveau des États-Unis, à travers toutes les institutions pour qu'on puisse encore renforcer sur le plan financier, sur le plan de l'appui technique, l'appui qui est donné à mon pays, la République démocratique du Congo. Merci, monsieur le ministre. Merci beaucoup pour cette précision. Nous savons, à la conférence, il y avait des personnalités de presque toutes les couches de la société. Et les images, d'ailleurs, révèlent la variété des participants. Et il y avait aussi la grande personnalité mondiale, Whoopi Goldberg. Il y avait aussi Elton John, le chanteur de rock. Et il a fait un discours magnifique, Elton John, à la conférence. Mesdames et messieurs, de toutes les façons, je n'aurais pas dû être ici aujourd'hui. Je devrais être mort, 6 pieds sous terre dans une boîte en bois. J'aurais dû contracter le VIH dans les années 80 et mourir dans les années 90.
tout comme Freddie Mercury, tout comme Rock Hudson, tout comme tant de mes amis et de proches, de vos amis et proches. Chaque jour, je me demande comment j'ai survécu. Je ne connais pas la réponse et je ne la connaîtrai jamais. Mais je sais pourquoi je suis ici. Je suis ici pour vous offrir à vous et à tous ceux qui voudraient m'écouter le message qui m'a sauvé la vie. Le message qui pourrait sauver des millions de vies si nous le mettons en pratique. Peu importe qui vous êtes ou qui vous aimez, peu importe où vous vivez ou comment vous vivez, peu importe ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, tout le monde mérite la compassion. Tout le monde mérite la dignité. Tout le monde mérite l'amour. Pourquoi suis-je en train de vous dire cela? Parce que la maladie du sida est causée par un virus, mais l'épidémie de sida n'existe pas. L'épidémie de sida est alimentée par la stigmatisation, par la haine, par la désinformation, par l'ignorance, par l'indifférence. Je vais passer la parole maintenant à notre invité de Bukavu. Il s'agit de notre ami Hakim. Hakim, vous avez entendu le ministre? Tout à fait. Les déclarations de son Excellence, Monsieur le ministre, sont pour nous réconfortantes. Mais je dois appuyer l'un des intervenants qui a dit que quand on regarde la prise en charge qui est assurée aux personnes vivant avec le VIH, on doute, ici chez nous, on se dit qu'on est encore très loin de la fin de cette maladie. Vraiment, on a comme même l'impression que la prise en charge, la lutte contre le VIH a pris un peu de recul par rapport aux 5 dernières années, et quand on a eu de grandes organisations internationales comme MSF International, MSF Hollande, qui faisaient une prise en charge globale au PVV, on a comme l'impression aujourd'hui qu'il y a un petit recul. Je dois ajouter un élément, un rapport relatif à la mobilisation des ressources financières. C'est vrai, nous les suivons dans différents rapports, il y a des ressources qui ont été mobilisées. Mais j'aurais souhaité aussi que le gouvernement fasse un effort pour que le peu de ressources mobilisées soit effectivement affecté à la prise en charge de PVV, mais que aussi les PVV soient aussi impliqués. On a comme l'impression que ce sont les grosses structures, les grandes organisations qui gèrent tous ces fonds, et que les organisations de PVV n'arrivent pas à être impliquées dans la gestion de ces fonds. Hakim, merci. Merci. Docteur, que pensez-vous de ce qu'a dit Hakim tout de suite, l'implication des PVV dans la gestion des fonds de la lutte? Je pense qu'il a parfaitement raison. En fait, nous ne pouvons pas aujourd'hui prétendre travailler pour les PVV sans eux. Nous ne pouvons pas non plus prétendre aujourd'hui travailler pour les professionnels des sexes sans les associer. Donc, il est, comme on l'a dit, vous ne pouvez pas penser à mon développement sans moi. Donc, nous pensons que c'est important. Il est temps qu'on puisse repenser en fait la façon de faire les choses et de voir dans quelle mesure associer les PVV dans tout ce que nous faisons. Mais il est important aussi de savoir qu'il y a toutes les conditionnalités qui accompagnent en fait tous les financements que nous recevons. Fonds mondial, PEPFAR. On ne prend pas qui on veut. Pour les prendre, il faudra que cette organisation, même si c'est une organisation des PVV, même si c'est une organisation des professionnels de sexe, tout ça, il faut que ça soit une organisation qui réponde à un certain nombre de critères. Et ça nous met toujours devant cette difficulté de dire on voudrait bien travailler avec tel, mais comment les faire? C'est vrai qu'il y a aussi cette responsabilité de renforcer localement toutes ces organisations locales pour qu'elles deviennent aussi fortes et capables de gérer les différents financements. Donc nous sommes en train d'aller dans cette direction parce qu'il est clair qu'on ne pourra rien faire sans associer les personnes qui sont les premiers concernés. Même si nous tous, nous sommes concernés d'une manière ou d'une autre, mais je pense qu'il est important de capitaliser leur expérience parce qu'eux, ils vivent avec les maladies, ils ont plus de recul par rapport à nous sur un certain nombre de choses. Donc nous, je ne voudrais pas aller en rencontre à ce qu'il a dit. Donc nous appuyons cette approche et nous sommes, maintenant là, nous sommes en train de sélectionner les sous-récipiendaires. Sanrio est en train de sélectionner les sous-récipiendaires pour la mise en œuvre. Nous sommes en train de chercher comment, d'une manière ou d'une autre, comme sous-récipiendaire ou pas comme sous-récipiendaire, mais associés,
les différentes organisations des personnes vivant avec le VIH et les autres aussi, pour qu'on puisse avancer ensemble. Monsieur le ministre, c'est votre point de vue aussi? Oui, je suis tout à fait d'accord par rapport à l'avis de notre compatriote. Je voudrais juste ajouter en fait que depuis un certain temps, c'est vrai, il y a beaucoup de fonds qui sont envoyés au niveau des pays africains, particulièrement de la RDC. Malheureusement, ces fonds sont gérés au niveau des ONG, au niveau de certaines associations qui sont identifiées. Lors de la conférence que nous avons tenue le dimanche en marge de cette grande conférence internationale au niveau de la Banque mondiale sur la gouvernance et la coordination de la riposte au VIH-Sida, nous sommes revenus sur le terme qui en fait est en train d'être répété maintenant à comptabilité ou la redevabilité, rendre compte. On se rend compte que quand l'argent est donné, malheureusement, on prend beaucoup plus de temps à chercher à rendre compte à celui qui a donné de l'argent, ou plutôt au lieu de rendre compte justement aux malades à qui est destinée justement cette aide. Donc je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, dans le cadre de la redevabilité, dans le cadre de rendre compte, quand cet argent arrive, il faut qu'il y ait plus de transparence. C'est pourquoi au niveau de la coordination, au niveau de la RDC, nous demandons à tous ceux qui reçoivent des fonds maintenant, des bailleurs par rapport à la lutte, de pouvoir justement de nous donner les éléments et pour que nous sachions qui fait quoi, il a reçu combien pour faire quel type d'activité. Et ça permet justement d'intégrer tout le monde dans les différentes activités qui sont réalisées au niveau de la RDC. Merci Monsieur le Ministre, merci pour votre temps. Merci d'avoir bien voulu partager votre temps avec nous dans cette émission Votre Santé, Votre Avenir. Et au revoir. Au revoir. Docteur Kalonji, avant de terminer cette émission, je vais appeler Fatouma Kalala, notre productrice, qui fait une rubrique régulière, pour qu'elle vienne nous faire sa rubrique. Comme chaque semaine, Fatouma Kalala arrive sur ce plateau avec sa rubrique scientifique. Aujourd'hui, c'est la question du lien entre le lait maternel et la neutralisation du VIH. Oui, des anticorps neutralisants du VIH ont été découverts dans le lait maternel. Donc, c'est une équipe de médecins, une équipe américaine des Duke University Medical Center à Caroline du Nord, qui ont découvert des lymphocytes B neutralisants du VIH dans le lait maternel. Comme nous le savons, la femme donne le VIH à l'enfant et dans les pays développés, on suspend le lait, donc que la femme ne puisse pas allaiter son enfant si elle est porteuse du VIH. Mais dans les pays pauvres, pour éviter les infections avec les biberons, on ne sait pas vraiment comment bien les traiter, les nettoyer et tout. Là, on recommande aux femmes de faire un peu d'allaiter leurs enfants. Alors qu'il y a un problème. Alors qu'il y a un problème. Alors cette équipe est allée traiter, regardez bien le lait maternel, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du lait maternel. Que malgré les précautions qui ne sont pas prises, oui. les enfants ne sont pas contaminés. Ne sont pas contaminés. Donc ils ont cherché là-dedans. Ils ont cherché dans le lait maternel. Alors ils ont trouvé qu'il y a une réponse immunitaire capable de protéger à 90% des bébés. Excellente nouvelle ça. Donc ça aussi, nous avons une découverte et la semaine prochaine, je ne sais pas ce que nous allons vous amener. Encore comme chaque semaine, vous venez avec une belle surprise. Okay, merci Fatouma Kalala. Je vous en prie. Docteur Kalonji, votre dernier mot? Le dernier mot, c'est que je pense qu'il y a lieu d'espérer. Il y a lieu d'espérer. C'est vrai qu'il faut prendre toutes les mesures possibles pour que la lutte telle qu'on la mène soit menée différemment, avec de nouvelles approches, avec une rigueur dans la gestion, effectivement, des fonds, mais aussi capitaliser toutes les expériences qu'on a. Il y a beaucoup d'expériences qui marchent. Donc, il faudra qu'on se focalise sur les interventions qui marchent, les interventions qui donnent des résultats, et on les connaît. Donc, il est important maintenant qu'on repense la façon de faire les choses et de ne pas perdre de l'énergie, dépenser beaucoup d'énergie dans les interventions qui, on sait, n'ont pas beaucoup d'impact. Donc, il est important de prioriser. Les moyens sont insuffisants aujourd'hui. Il est important qu'on se mette ensemble, qu'on priorise et qu'on priorise également, qu'on tienne compte des populations qui ont le plus besoin.
de ces interventions. Je pense qu'avec ça, l'espoir est permis. L'espoir est permis, c'est le dernier mot. Oui. C'est une très belle phrase d'ailleurs qui nous permet de terminer cette émission. Mesdames, Messieurs, chers amis auditeurs, nous sommes à la fin de cette émission. Votre santé, votre avenir, c'est terminé. J'avais comme invité le docteur Albert Kalonji de Sandru, une ONG très dynamique à Kinshasa qui lutte contre le paludisme et le VIH aussi. Et j'avais aussi comme invité le ministre de la Santé, le ministre Numbi, qui nous a aussi entretenu des nouvelles orientations du gouvernement dans la lutte contre le sida. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt sur Votre santé, votre avenir.